Alors c'est à moi de lancer ce temps où la voix va être au cœur de votre expérience de 30 minutes. Et comme la voix c'est important, vous aviez parmi vous, je le répète depuis ce matin, donc certains l'ont peut-être déjà entendu, mais vous avez parmi vous des casques. Alors si vous entendez mal, si le bruit alentour vous gêne, vous pouvez essayer de trouver un casque. Pour l'activer, vous avez un petit bouton blanc sur le côté et vous vérifiez que la lumière de votre casque est bleue. Parce que si elle est rouge, vous écouterez la conférence Las Vegas et la nôtre va paraître un petit peu, déplacée. Donc, couleur bleue. Pour nous raconter cette belle aventure narrative qui a été réalisée chez Allianz, je vais donner la parole à Pierre Denis qui a fondé Toutac. Et Toutac, à vrai dire, moi je ne connaissais pas, mais c'est vraiment ma belle découverte. J'ai fait la découverte il y a quelques semaines quand on a préparé cette intervention et depuis j'en parle à tout le monde. Donc je suis ravie qu'il y ait autant de monde dans cette pièce pour découvrir Toutac que va nous présenter Pierre tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Notre objectif c'est que dans 30 minutes, quand vous allez sortir, vous aurez toutes et tous envie de raconter des histoires en formation. J'ai pas dit des bobards, des histoires. 3, 2, 1, c'est parti. Chut, voyons, ne faites pas de bruit, le tournage a commencé. C'est le 16e jour de tournage de Vieux Manuscrits, le nouveau film de Cédric Plakic. Parmi les figurants se cache Mathéo, qui travaille chez Allianz. Il est venu faire une surprise à son amie d'enfance Léa, l'actrice principale. Mais laissons l'action se dérouler. Si tu rencontres pas ce que tu vois, c'est toi qui prends en morceaux. Non, vous n'avez pas le droit. Voilà, c'était une petite mise en son sur un scénario. Pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Claudine Brailleur. Bonjour Claudine, merci d'avoir remplacé Stéphane au pied levé. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Merci Pierre, bonjour à toutes et tous. Eh bien Claudine Brailleur, je suis ingénieure pédagogique chez Allianz et j'ai le plaisir effectivement de partager l'expérience que j'ai eue avec Pierre et son équipe auprès de Toutac. Alors déjà la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi des podcasts ? Pourquoi des podcasts ? La première, elle est plutôt simple. Je travaille à la Sales Academy Allianz France, qui est le centre de formation des réseaux de distribution d'Allianz. C'est-à-dire qu'à la SAF, nous formons des commerciaux et des agents généraux. Et notre enjeu, en fait, il est double. Le premier, c'est d'intégrer des formats de formation qui soient à la fois innovants, mais également variés, pour rythmer justement les parcours d'apprentissage. Et dans les formats variés, on a voulu également intégrer des podcasts. Et pourquoi des podcasts ? Puisque la particularité des populations commerciales, c'est qu'elles sont toujours en mouvement. En mouvement chez le client, en rendez-vous, ou bien en mouvement à l'agence, puisqu'elles reçoivent effectivement des clients. Et notre enjeu, c'était vraiment d'avoir ce que moi j'appelle des formations à portée d'oreille, des formations qui soient à la fois courtes, puisqu'il y a une notion de durée, donc c'est ce qu'on appelle un peu la courteur, et des formations également qui soient en impact dans les objectifs pédagogiques qu'on veut effectivement leur adresser. Donc ça, c'était effectivement la seconde raison pour laquelle on a opté pour des podcasts. Et puis la troisième, et ça nous concerne, c'est notre enjeu à tous en tant que personnes qui travaillons dans l'apprentissage et dans le learning, c'est l'ancrage mémoriel. La particularité et la valeur des podcasts, c'est qu'elles favorisent l'ancrage mémoriel puisque finalement elles plongent l'apprenant dans la création de sa propre imagerie mentale. Et ça crée des marqueurs, notamment sur les notions clés qu'on veut adresser. Ça, c'était les 3 raisons pour lesquelles on a opté effectivement pour ce format. Et puis, nous, chez Allianz, on ose. On a un peu d'audace et on s'est dit, on va tester finalement notre premier podcast sur un sujet qui n'est pas simple, qui est même très sensible, qui est un sujet sur la prévoyance
et notamment la prévoyance décès. C'est une thématique qui est sensible puisque c'est pas évident, même pour un commercial, de parler avec un client justement de ce moment difficile. Et donc, un des cahiers des charges qu'on a donné effectivement donc, à Denis et à ses équipes, c'est d'avoir un ton qui soit à la fois décalé, mais aussi naturel, pour inciter à parler de ce sujet, mais de la manière la plus simple et la plus fluide possible. Et donc c'est la thématique que nous avons choisie pour ce podcast. Merci Claudine. Loïc, tu peux te présenter? Oui, alors moi je suis le scénariste chez Toutac qui a écrit les scripts, ce que vous venez d'entendre. Et en un mot, mais Claudine en a déjà beaucoup dit, on va parler du scénario. Nous, notre société, c'est Toutac. Donc en un mot, on a une podcast, le Learning Academy, donc je sais pas, 400 épisodes, 30 parcours, que des fictions, on raconte des histoires. On crée des choses sur mesure et on a une application où vous voyez les messes pour diffuser. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, tu en as déjà beaucoup parlé en fait, on disait finalement l'objectif c'est comment former des conseillers à aborder le décès et ses conséquences financières. C'est pas le truc le plus fun de la Terre, pardon Claudine, et tu l'as déjà bien dit, je pense que c'était des équipes commerciales, que ça soit court et que ça fasse de l'ancrage. La question, puisque le thème c'est l'art du storytelling, elle se pose à Loïc, c'est comment et pourquoi tu as répondu avec des scènes de cinéma, à toi la parole. Oui, donc vous l'avez entendu, on est dans un décor de cinéma. L'idée, c'est vrai quand les clients viennent nous voir, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'était bien fait. Tu étais venu nous voir avec le tableau Excel, beaucoup de contenu. Et je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs ou de concepteurs pédagogiques dans la salle. Des fois, on est un peu aspiré par le contenu pédagogique, opérationnel, les OPP, les tableaux Excel, les contenus, ils sont parfois très denses. Alors parfois, on n'a rien, mais parfois, il y a beaucoup de choses. Et en fait, je pense que l'idée du storytelling, c'est de se dire, OK, je nettoie tout ça. Et vous n'êtes pas venu nous voir en disant, on va faire quelque chose sur le cinéma, évidemment, ou sur, on va ancrer ça. Donc, c'est notre travail de se dire, OK, c'est quoi la question de fond ? En fait, et moi, j'essaye d'avoir un travail de nettoyage qui est tout bête, de se dire, bon, je regarde les OPP, les objectifs pédagogiques, j'en prends connaissance un peu, mais après, je les oublie. En fait, c'est quoi la question centrale, le nœud débarrassé de tout c'est comment on parle de la mort ? Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que le décès et les assurances, c'est surtout comment est-ce qu'on permet de faire de la prévoyance et sur les conséquences du décès. Mais la question centrale, c'est de se dire, en fait, finalement, moi, ce qui m'a marqué, c'est tu parlais beaucoup de tabous. Tu disais, en fait, nos conseillers en vente, c'est un épisode de podcast qui est sur la posture et qui est sur comment parler. Et ma question centrale, moi, je me suis dit, OK, en fait, c'est comment on parle de la mort. Comment est-ce qu'on parle de ce tabou? Comment on lève le tabou? Et du coup, je me suis dit, dans quel univers est-ce qu'on peut poser toutes les questions que tu adresses, qui sont les destins brisés, les conséquences, la prévoyance de tout ça, mais sans tabou. Et du coup, le cinéma s'est imposé. Et tu réfléchis généralement autour de 3 éléments toujours en storytelling. C'est-à-dire que tu t'appuies sur 3 éléments qui sont... On a fait une dizaine de parcours en 10 histoires. Et en quoi, ces 3 éléments, tu t'en es servi? Oui, au cœur de mes arcs narratifs, je me dis à chaque fois, finalement, quel est le conflit? Le conflit, il est là, c'est nos objectifs pédagogiques, les conséquences d'un décès. Ensuite, quel univers on va choisir? Donc là, c'est un peu à la page blanche, et puis le cinéma s'impose. Et en général, quand vous avez un bon univers, vous tirez le fil et ça vient tout de suite. Vous savez que ça marche parce que vous dites, OK, en fait, si jamais on avait, et si on avait un conseiller prévoyance qui était un simple figurant, on va l'entendre après, qui, sur ses heures du week-end, il a fait du théâtre, alors il va aller sur un tournage. Et puis il va se retrouver comme un grain de sable au milieu de tout ça, et puis il va parler avec l'actrice principale. Et puis l'équipe de tournage, puisqu'il tourne un film sur la mort, se pose des questions. Et moi, mon personnage, comment il ressent ça? Et si j'ai mes enfants, etc. Et donc je vais créer mes personnages autour de ce thème. Et donc la résolution, évidemment, j'ai besoin d'un moteur. Et c'est là où mon conseiller, il arrive, c'est lui qui va à la fois poser le problème au niveau granulaire, au niveau du storytelling. Il va être plutôt un grain de sable, enfin c'est pas son monde, le cinéma, il arrive là comme un cheveu sur la soupe. Donc ça va te donner l'occasion de gags, de plein de choses rigolotes. Mais c'est évidemment à l'inverse, lui qui va résoudre les problèmes que eux se posent, les comédiens, l'équipe de tournage qui s'interroge sur le deuil, qui fait des transpositions sur le film qu'ils sont en train de tourner, qui est sur le deuil et le décès. Loïc, je te propose qu'on écoute. On peut écouter. Alors on va pas écouter tout le podcast.
C'est des podcasts qui font 5 minutes. D'accord? Pas beaucoup plus. On fait 6, 10 fois 5 minutes. Donc des programmes de 40 à 50 minutes. C'est parti. Lisa Garino. Oh non. Mathéo et... tenez, devinez. C'est en rapport avec ce dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire? Les décès, les créances. Tu es notaire? Tu es huissier? Je sais. Tu es tueur à gages. Non. Mon job est plus tranquille. Je travaille chez Alliance. Mon métier, c'est de parler avec les personnes de leurs projets, leurs motivations, leurs préoccupations. Je ne vois pas le rapport, là. Léa, ton personnage perd son mari, c'est ça? Dès le début du film. Disons que s'il avait été mieux protégé, le film ne se serait pas vraiment passé comme ça. C'est ton script? Je peux jeter un coup d'œil? Tu vois là dans la scène 5, quand tu comprends que tu vas devoir vendre le petit studio en bord de mer. M'en parle pas. J'ai dû la rejouer 20 fois cette scène. Voilà, on va pas tout vous passer parce qu'il faut l'écouter pour voir le dénouement. Mais vous comprenez bien qu'on rentre les apprenants dans une histoire et qu'ils se créent des images mentales qui vont leur permettre de s'en souvenir après. Alors, Claudine, on vous a proposé, et on est en cours de réalisation, de 6 épisodes, de 5 à 6 minutes, avec à la fois un récapitulatif qui permet de se souvenir des 2 ou 3 choses qui sont importantes. Finalement, pourquoi tu as été séduit par cette histoire de cinéma? Alors, Pierre, pourquoi nous avons été, voilà, l'équipe au niveau de la SAF par cette histoire de cinéma. Eh bien, la première, c'est qu'elle sort du cadre. Hein, puisque finalement, notre objectif pour les apprenants, c'est qu'ils puissent s'incarner également, finalement, dans l'histoire pour mieux la vivre. Mais on s'est dit, mais finalement, plutôt que de partir dans un environnement classique, eh bien, prenons peut-être un hobby de tous les jours. Moi, je connais effectivement des conseillers ou autres qui font du théâtre, par exemple. Donc, sortons un peu du cadre pour marquer un peu les esprits. Donc ça, déjà, c'est la scénarisation de fiction qui est vraiment assez, pour nous en tout cas, atypique, hein, puisqu'on est quand même sur le sujet de l'assurance. Donc, on peut dire un sujet qui, bien évidemment, est sérieux. Et c'était justement de marquer en cassant, si je peux me permettre de le dire comme ça, un peu ce cadre. Donc ça, déjà, c'est ce qui nous a séduit, c'est la scénarisation, hein, c'est effectivement tout le travail de script qu'il y a eu effectivement donc avec Loïc. Et justement, pour revenir sur ce que tu dis sur ce travail de script, ce qu'on a également apprécié, c'est dès le départ, c'est travailler justement sur c'est quoi l'objectif pédagogique, quels sont les objectifs pédagogiques, quels sont les messages clés qu'on veut faire passer et qu'on veut que les apprenants reprennent. Et ça, justement, il y a eu un vrai travail de co-construction avec Loïc pour le script, avec nos experts métiers et nos formateurs. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, le brief, hein, qui est très important, puisque on s'est laissé aussi porter. Ok. Voilà, donc ça aussi, et c'est ce qui nous a vraiment séduit, c'est le scénario, bien évidemment, qui sort du cadre, et puis aussi la façon dont on a travaillé ensemble sur ce scénario. Alors on va filer la métaphore sur l'écriture, et je vous propose maintenant que Loïc vous dise, on a écrit, 40 fictions depuis la création de la société, et on a fini par en créer des typologies d'écriture de scénario. Loïc, assez rapidement, est-ce que tu peux le préparer les 4? Oui, rapidement, je parlais du grain de sable. Là. Pour nous, on appelle ça grain de sable. Alors, peut-être pour expliquer, c'est plus simple de parler des autres d'abord. Fiction historique, je pense que tout le monde voit l'enjeu. C'est en général, on a beaucoup de contenu. L'enjeu, c'est de redonner de la couleur. Alors là, par exemple, on a fait ça pour l'histoire de Chanel, Mademoiselle Chanel, ou l'histoire du groupement Leclerc. Vous voyez, c'est des trucs complètement différents, mais c'est historique. L'ultra-réalisme, c'est un peu notre piège au début. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une fiction, on se dit peut-être qu'il faut être réaliste, peut-être qu'il faut être en AFEST, en situation de travail, etc. Je pense qu'il faut faire des choix qui sont peut-être parfois d'être très réalistes ou parfois pas du tout. Là, on ne l'est pas forcément. L'ultra-réalisme, c'est très important. On va peut-être l'écouter tout à l'heure sur, par exemple, on est vraiment en situation de travail, dans les bruits de couloir. C'est hyper important qu'on parle avec les métiers pour savoir. Et surtout, c'est là où il y a de la nuance. C'est-à-dire que l'audio va pouvoir vous faire, moi j'aime bien dire, écouter les conversations de couloir, tout ce qui se dit même presque dans les têtes, parce que c'est ça aussi l'ultra-réalisme, savoir ce que pensent les gens. L'audio permet de faire ça. Donc on est sur une fiction où vraiment on va être collé à la réalité. Le grain de sable, c'est donc celle-ci, moi je trouve, c'est un peu un concept. Justement, il y a un concept. C'est-à-dire, ok, on veut être réaliste, parce que notre conseiller là, qui fait du cinéma, il va donner des arguments, va être sur un podcast de posture,
comment est-ce qu'on donne des arguments, comment est-ce qu'on en parle. Mais en fait, on va mettre un grain de sable, c'est-à-dire qu'on va, il n'est pas dans son élément naturel. Il va lui arriver des cascades, des trucs vont lui tomber sur la tête, il va parler des cascadeurs, il va parler... le film est une véritable métaphore. Donc ça permet de faire un petit pas de côté et souvent de donner beaucoup de grains à moudre pour l'histoire. Et puis le décalé, alors là c'est vraiment quand on fait quelque chose à côté. Ça va être par exemple de choisir vraiment la métaphore, de se dire je veux parler de management, je ne parle pas d'entreprise, je fais un Koh-Lanta. Voilà, et on a fait ça pour la direction générale d'un groupe, pour expliquer à tous les dirigeants, les 60 dirigeants d'un groupe de 70 000 personnes, qu'ils n'étaient pas assez exigeants avec leurs équipes. Vous voyez un peu le sujet, simple. Oui, là, si vous faites réaliste, ça marche pas trop parce que tout le monde peut s'y reconnaître. Vous avez intérêt à les mettre sur une île déserte où il y a un feu de camp, où ils mangent du poisson et du riz. Moi, j'adore Koh-Lanta. Mais ça marche très très bien. Et justement, ce décalage marche très bien. On accélère un tout petit peu parce qu'on a pris du retard. Alors, l'histoire, ça ne marche pas que en fiction. Ça marche lorsqu'on fait des narrations, des interviews. Ça marche quand on fait des témoignages, des masterclass. Je vais tout de suite m'arrêter sur la fiction. Je vais vous écouter une scène qu'on aime particulièrement, une modalité d'histoire qu'on aime bien utiliser. Ça s'appelle la table ronde. La table ronde, vous avez une scène que vous allez entendre. Là, il s'agit d'un programme sur la diversité et l'inclusion. Vous avez une scène. Et après, on a une table ronde de 3-4 personnes qui parlent de cette scène. Donc, hop, on met en abîme. Et puis, on continue l'histoire. Et hop, on met en abîme. Ce qui veut dire que quand vous avez un apprenant qui est dedans, il change de posture en se disant « Ah, moi je pense ça, ah bah mince, c'est pas tout à fait ça. » Et on fait progresser dans la tête les apprenants. C'est parti. Alison, Paul, vous me comprenez? Si le client signe 3 déclinaisons, je ne peux pas leur proposer un package standard. Ok, on te fait ça pour lundi. Hein, Alison? Eh ben, je vais mettre ça sur ma pile fin de semaine. J'avais bien besoin de ça, super. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les nanas de l'équipe, cette semaine? Elles ont toutes leurs règles ou quoi? Alors, je me permets d'interrompre cette scène car vous souhaitiez réagir autour de la table. Sonia, Paul, vous n'êtes pas directement concernés, mais vous travaillez avec Alison. Il y en a un autre après? Et vous ne sembliez pas d'accord. Oui, disons que je trouve que c'est un peu fort de café de convoquer Félix pour si peu. Ce mec était lourdingue, j'étais là. Mais bon, ça reste une blague. Non, je suis pas d'accord. Avec Félix, des anecdotes comme ça, il y en a des dizaines. Tiens, l'autre jour, quand ton bébé est tombé malade. Quand je suis allé le chercher à la crèche? Ouais, bah tu te souviens ce qu'il a dit? Pourquoi tu vas? Ta femme peut pas y aller? Ouais, c'était pas très malin. Voilà. Donc une scène, des commentaires, j'ai vu que ça vous faisait sourire, mais en réalité, c'est quand même la vraie vie. Vous voyez? Et on a créé 16 épisodes autour de tous ces thèmes-là qui vous plongent là, dans la réalité. Vite, une narration, c'est plus linéaire. C'est parti. Le feedback. Est-ce que vous entendez cette clameur au second scène? Et là, dans ce stade, qu'entendez-vous? Artistes ou sportifs sont habitués à recevoir du feedback de leur public. Et ils en redemandent. Sans cela, ils sont déçus. Est-ce si simple pour vous les managers? Voilà, donc vous avez Lisa Garinos ici, qui est notre ingénieure du son, et c'est aussi sa très belle voix que vous entendez, parce qu'elle est aussi actrice de voix. Vous voyez, on va terminer cette conférence pour prendre des questions. Je voulais simplement quand même vous rappeler finalement pourquoi. Vous pouvez vous en servir en vidéo aussi du storytelling. Qu'est-ce que ça apporte? Un, la fiction, ça crée des émotions. Deux, raconter des histoires, c'est souvent ludique. Et la plupart de nos apprenants, ils en ont, pardonnez-moi, un peu marre du e-learning. Il y a plein de gens qui font du e-learning, mais ils sont fatigués de voir des écrans. On fait autre chose quand on raconte des histoires. Troisièmement, ça travaille en ancrage. Beaucoup de nos programmes ont fait de la classe inversée, une fiction au début, le présentiel et une fiction après qui fait de l'ancrage sur une autre modalité. 4, comme le disait Loïc, ça permet de passer des messages complexes. Parler de propos décalés dans une entreprise, c'est pas facile. Les entendre, ça vous fait mûrir. Enfin, l'audio, c'est pas moins que l'image. On crée des images.
parce qu'on est immersif, c'est juste différent. Voilà 5 bonnes raisons. Et avant de prendre vos questions, vous parlez qu'aujourd'hui, on a pas loin de 30-40 parcours de fiction. J'ai pas pu vous en parler beaucoup, donc on a 10 casques disponibles à l'opposé sur le stand J71. Et venez écouter, et comme ça on vous donnera le temps d'écouter. Je pense que je peux vous dire que la question de fond, c'est est-ce que ça marche? On a 97% de taux de complétion de nos programmes. Je crois qu'on arrive au bout et on serait ravis. Il nous reste 9 minutes 03 pour répondre à vos questions. Alors, je passe le micro. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Une question et par la fin, vous avez essayé de chuter par là, mais je m'attendais un peu à ce que vous marquez un peu plus d'intérêt au niveau de la voix. Parce que j'estime que le storytelling, au-delà de l'écriture et la scénarisation, il y a aussi la voix. Ma question est donc de savoir, déjà, est-ce que vous avez est-ce que vous travaillez avec des personnes qui sont spécialisées uniquement dans la voix pour parler, raconter, et comment est-ce que vous faites un peu le repérage et aussi la différenciation entre peut-être une scénarisation qui parle d'un décès et autre qui parle peut-être, comme vous avez évoqué, des gens qui sont dans un stade pour que ça transmette des émotions, parce que je me dis, aujourd'hui, si je garde la victoire de la France en 98, c'est parce que il y a cette phrase de Thierry Roland qui revient dans la tête et qui me fait comprendre. Alors, comment, chez vous, vous appréhendez tous ces aspects? Bien, alors ça, avec une question, j'en ai pour 15 minutes. Donc, on travaille qu'avec des acteurs professionnels. On a une trentaine d'actrices et d'acteurs professionnels avec qui on bosse. 2, on a une super directrice de la production qui est malade, comme Stéphane, donc elle aurait pu vous répondre, mais elle n'est pas là. Et la sélection, on fait passer des castings de voix. Et ils bossent, ils nous envoient leurs mains, on les fait travailler. Et si ça va, ça va. Si ça va pas, et on doit leur désapprendre à jouer souvent, parce qu'ils sont trop théâtreux. C'est-à-dire qu'ils surjouent beaucoup. Donc on leur apprend à moins jouer. Et on a fait des programmes sur l'assurance décès avec Claudine. On a fait la vie de Mademoiselle Chanel. On a fait des techniques de vente en grande consommation. On a fait comment écrire un mail à la BNP et comment former des compagnons chez Vinci. Donc vous imaginez bien que c'était cet énorme écart-type. À chaque fois, on essaie de trouver la bonne voix, mais aussi la bonne narration. Parfois, c'est du témoignage, mais là aussi, notre témoignage, on ne tend pas le micro. On raconte une histoire dans le témoignage. C'est toujours scénarisé. Est-ce que vous avez encore... On a encore 5 minutes, 6 minutes 44. Bonjour, ma question irait plutôt à la personne d'Alliance. Bonjour, comment avez-vous obtenu des résultats? J'imagine que oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais comment avez-vous pu les évaluer? Et êtes-vous sûr qu'effectivement, ce story effectivement, a apporté des résultats par rapport à d'autres événements que vous auriez pu créer pour vos commerciaux? Merci. Merci pour la question. Alors effectivement, à ce stade, donc on est au premier épisode et on va travailler justement au déploiement des podcasts, puisqu'on a 6 épisodes qui vont être créés. Donc la question, c'est effectivement au niveau, elle est double, c'est au niveau du déploiement. Et ce qui est important, c'est de faire un événement effectivement de la diffusion de ces podcasts dans nos parcours de formation et auprès des apprenants. Donc à ce stade, effectivement, on est un peu en pilote. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire écouter le podcast à différentes populations commerciales, ne serait-ce que pour avoir justement leur premier avis. Donc leur avis, il était double. Le premier, ça leur a plu. Ça leur a plu parce qu'effectivement, comme le dit Pierre, on rentre dans une histoire. Et le second, c'est que le podcast, à la fin, il y a un résumé des messages clés. Et ils m'ont dit, on le garde. Donc voilà, et ça c'est vraiment pour nous, le pari il est un peu gagné quand on garde ces messages-là. Merci. Merci Claudine. Merci pour votre présentation. Et quid de l'internationalisation du podcast? Alors, excellente question. Donc on travaille pour L'Oréal, qui est une petite société française, et donc on travaille dans plein de langues. On travaille en français, en anglais, en italien, en chinois. Ce qu'on fait, c'est que
comme tout et tous excellents en anglais, généralement on fait souvent des programmes en français et après on passe en anglais pour être sûr de la bonne scénarisation. Et après, si c'est des programmes sur les techniques de vente, on vous conseille de les faire dans les langues natives, parce que sinon ça ne marche pas. Si on fait un programme en diversité et en inclusion, je vous conseille de faire des programmes spécifiques par pays. La diversité, c'est pas la même chose en Argentine, aux États-Unis et en France. Donc on travaille dans plein de langues différentes, on a des acteurs de langues différentes, et quand c'est des langues exotiques, on travaille en coproduction avec des studios locaux qui relisent les scripts pour les mettre dans l'ambiance locale et pour corriger les erreurs qui sont des erreurs de vision monde. Il reste encore Alors, on a le temps 4 minutes. Pour 2, selon Ah non, 4-0-3. Hein. Allez, 4-0-3. Mais une dernière question, j'en vois une au fond. Je vous apporte le micro. Je fais le tour parce que mes bras sont trop courts. Bonjour, c'était juste une question très pragmatique sur le coût de production de ce type de formation. Alors, on a c'est bien, je vais répondre très simplement. Il y a 3 modèles. Soit vous les prenez sur étagère, donc vous allez les intégrer. Donc un parcours sur la diversité et l'inclusion, sur les outils du management. La base, c'est 9 800 € par an. Et après, il y a des prix par licence. Deuxième chose, comme on a maintenant une vraie Podcast Learning Academy, je ne vous donnerai pas le prix là, mais vous pouvez acheter tous les programmes pendant 1 an et on travaille avec vous pour chaque cible. Et donc, c'est un forfait général, d'accord? Et quand on travaille sur mesure, les prix vont de 1 900 € à 5 000 € en fonction du nombre d'épisodes et surtout de la modalité. Si c'est une scénarisation, si c'est de la narration, bah, c'est pas les mêmes prix. Et vous pouvez venir nous voir sur le stand pour avoir des prix plus précis. Alors, dernière pour ce coup. Dernière. Il reste... Merci. Moi, je me posais la question, par contre, comment, si vraiment vous êtes pur podcast, ouais. Sur des déploiements, comment vous les adressez pour des publics qui auraient un handicap, notamment auditif? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il y a un player avec un sous-titrage? Voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez, notamment dans des grands groupes comme Alliance? Voilà, c'est des choses, j'imagine, qui sont réfléchies en amont du déploiement, quoi. Bon, on ne peut rien faire pour les gens qui ont un problème auditif. On fait pour Canal+ International, on fait des sous-titrages, par exemple. Oui, on le fait, mais objectivement, voilà, choisissez une autre modalité. Alors, on est Calliope. Non, mais je préfère... On est Calliope, donc on a la modalité qui répond à ceci. Oui, mais faites pas du podcast pour ça. Je vais vous proposer, puisqu'il me reste 1 minute 53, d'écouter un dernier son. C'est vous allez entendre un mélange des différentes scénarisations possibles. C'est une bande-annonce pour la diversité et l'inclusion. Lisa, merci. Les voix de l'inclusion et de la diversité. J'imaginais qu'on me parlerait de moi de manière négative et qu'on me mettrait de côté. Ouais, j'avais peur d'être à l'écart en fait. Comment parler de diversité, sans naïveté et sans esprit moralisateur? Peut-on voir l'inclusion comme un sujet de société, mais aussi comme un outil de performance collective pour l'entreprise? Il faut qu'on arrive à construire des entreprises aujourd'hui qui sont à l'image de notre société aussi. Comment donner à entendre le non-dit, le silence complice, le sous-entendu, la micro-agression? Il y a 2 personnes qui m'ont dit que de toute façon, les gens comme moi, voilà, ça restait à la maison. Avec ce programme, nous vous proposons d'écouter les voix de la diversité. À travers des fictions ultra réalistes, nous vous sensibiliserons au rôle de chacun. Paul, tes réflexions, c'était pour me dire quoi? Que je suis forte? Oui, ben je sais. Et que je suis célibataire? En fait, j'aurais bien aimé réagir, mais sur le moment, j'ai pas su. Vous entendrez également des témoignages de personnes discriminées qui nous parlent de leur lutte et de leurs espoirs. Quand j'entends le mot diversité dans une entreprise, ça me fait du bien. C'est pas un mot vide, pour moi c'est un mot riche de sens et c'est coloré. Au-delà de l'émotion, un programme complet, avec aussi des épisodes de narration pour apprendre notamment quels sont les mots, le vocabulaire de l'inclusion à utiliser, quels sont les critères de discrimination reconnus par la loi. La discrimination est définie par la loi comme le traitement injuste, défavorable ou préjudiciable de personnes ou d'un groupe de personnes. Pour répondre à toutes les interrogations de ce sujet complexe,
Anthony Babkin, le cofondateur de Diversity Days, nous accompagnera tout au long de ce podcast Learning. Une culture inclusive, c'est une exigence du dirigeant ou de la dirigeante. Toujours en ayant cette envie de dire je veux que chaque personne dans l'entreprise trouve sa place. Ça suppose une vraie politique. Les voix de l'inclusion et de la diversité. Un programme complet mêlant 4 écritures pour que la nuance de la voix humaine permette la mise en mouvement des individus et des entreprises. Merci à tous les 4, Claudine, Lisa, Loïc et Pierre pour cette présentation. Je vous invite à aller les retrouver et à tester l'expérience sous casque avec une bonne qualité. Stand 71. Et si vous n'avez pas le temps, aucune excuse, il y a plein de choses sur leur site à écouter, tester, vraiment, essayer. Merci beaucoup. Merci. Je ne pouvais pas dire mieux, hein.